Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui j'accueille Christelle que vous connaissez peut-être déjà car elle était venue dans l'épisode numéro 2 l'année passée. Je vous mettrai le lien en description. C'est parti, bonjour et bienvenue Christelle, ravie de t'accueillir. Bonjour. J'espère que tu es contente d'être de nouveau dans le podcast. Ah oui, archi ravie. Alors, le thème de l'épisode, c'est le recrutement et savoir se valoriser via son CV, mettre en valeur aussi ses compétences, son savoir-être. Je te laisse te présenter et ça a un tout petit peu changé depuis l'année dernière puisqu'il faut donner ta qualité principale dans ta présentation. Oui, j'ai vu ça. Alors, donc moi c'est Christelle, hein, voilà. Donc on s'est déjà connus il y a un an pour un précédent podcast. Donc je vais bientôt passer le cap du demi-siècle, hein. Donc, c'est une année importante pour moi. Je suis psychologue clinicienne, experte praticienne en psychologie positive au travail. Et donc, après plus de 20 ans en tant que salariée, je me suis lancée il y a à peu près un an et demi dans l'entrepreneuriat en créant le cabinet Renaissance, où j'accompagne des personnes autour de deux grandes problématiques qui sont le travail, donc tout ce qui gravite autour, hein, souffrance, burn-out, reconversion, etc., et les relations toxiques. Et souvent, d'ailleurs, les deux sont un petit peu liés. Ok. Voilà. Ma qualité principale, écoute, je dirais que c'est l'empathie. Hmm. Donc la capacité à se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il vit sans s'effondrer. C'est très important dans mon métier. Oui. Et donc oui, c'est une qualité qui me sert au quotidien et je pense que c'est peut-être d'ailleurs cette qualité qui fait qu'aujourd'hui je suis psychologue Oui. et qui m'a servi aussi dans mes expériences précédentes puisque j'ai aussi travaillé dans le domaine du recrutement. Donc Hmm. voilà, donc c'est une qualité précieuse dans les métiers de l'accompagnement. Mais oui. Est-ce que tu as un exemple lié à cette qualité d'empathie à donner un moment où tu t'es dit, bah, là, elle m'a vraiment servi? Ouais. C'est un exemple précis, je pourrais pas forcément te dire, mais c'est cette capacité finalement à ressentir au-delà des mots, en fait. C'est euh, de comprendre peut-être derrière une maladresse, qu'est-ce qui peut se cacher, euh, derrière un sentiment de honte qu'exprime peut-être la personne, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Et puis, du coup, c'est ce qui va te permettre, en tout cas dans le métier de psychologue, euh, bah, d'aller chercher un peu plus loin, de poser certaines questions, mais toujours en s'adaptant finalement à l'état d'esprit de l'autre, en fait. Hmm. Voilà. Je te laisse aussi nous parler un petit peu de ton parcours et faire le lien avec le thème de l'épisode. Oui. Hmm. Alors, mon parcours. Donc, au départ, mon parcours, il a toujours été très, très clair. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être psychologue. Donc, j'ai fait mes études de psycho. Je voulais au départ plutôt, moi, travailler avec les enfants et les familles. Mais bon, la vie en a voulu autrement. J'ai en effet trouvé un job étudiant pour financer mes études. Donc, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement comme assistante RH. Donc, mes 2 dernières années d'études. Et puis, ben, quand j'ai eu mon diplôme, donc il faut se remettre dans le contexte, c'était à peu près il y a 25 ans, il n'y avait quasiment pas de poste de psychologue. Et Ah, donc, on m'a proposé de me former comme consultante RH et d'intégrer le cabinet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du cabinet, il n'y avait que des psychologues cliniciennes. Donc, pour le coup, j'étais pas perdue. ah, Et donc, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un cabinet de recrutement, donc mission de recrutement, évaluation de candidature, tri CV, quelques bilans de compétences également. Et puis, au bout d'un certain temps, même si c'était très formateur, je sentais que le côté humain me manquait. Alors, non pas qu'il n'y ait pas d'humain, mais ce côté peut-être un peu plus suivi, pas juste voir les personnes pour un recrutement, voir ce qu'ils deviennent après. Enfin, voilà, on ne se refait pas. Je pense qu'il y avait quelque chose qui me manquait vraiment. Donc, j'ai profité de la naissance de mon deuxième enfant. J'ai fait une petite pause bébé. J'ai pris à peu près 6 mois. J'ai profité pour faire un bilan de compétences.
faire un petit peu le point. Et puis, c'est comme ça que j'ai intégré un organisme de formation. Donc, on proposait des BTS et des bacs pro en accéléré en un an pour des adultes dans le cadre de la reconversion professionnelle. Et donc, j'ai intégré cette entreprise comme psychologue et responsable formation. Et donc, mon rôle était déjà, dans un premier temps, de recruter les personnes qui souhaitaient faire une formation, donc d'évaluer la candidature, la faisabilité du projet, de les conseiller sur la meilleure formation. Mais pas seulement, c'est-à-dire que c'était aussi de les accompagner tout au long de leur parcours de formation pour les aider à donner vie à leur projet professionnel. Et donc, on a mis en place pas mal de choses, des ateliers sur la gestion du stress, du soutien psychologique, etc. Et des ateliers TRE, donc techniques de recherche d'emploi. Mm. Donc, je les accompagnais à refaire leur CV, à se préparer un entretien de recrutement. Parce que dans le cadre de leur formation, il y avait des stages obligatoires. Et c'était pas toujours évident de réussir à dépasser ce syndrome de l'imposteur au départ et à réussir à se vendre et trouver des compétences transférables dans le CV. Ok, Donc voilà. c'est tout le Voilà pourquoi je programme suis de là. l'épisode. Voilà. On va commencer. Ma première question, elle est très concrète. Euh, c'est comment quelqu'un peut mieux se valoriser sur son CV sans avoir l'impression de se survendre. Tu vois, parler de soi avec justesse. Alors, le CV, en fait, je pense que le CV, ça fait peur à tout le monde, vraiment, je pense, hein. Je pense que tout le monde le prend un petit peu comme, je sais pas, un devoir à faire, c'est pénible, on essaye de se raccrocher à la technique, mais comment faut faire, comment je vais le construire, etc. Une fois qu'on l'a un petit peu décortiqué et qu'on se rend compte de ce à quoi ça sert, finalement, ça va un petit peu mieux. Et c'était un petit peu tout l'objet des ateliers que j'animais, c'était un petit peu de dédramatiser tout ce qui est autour du CV. Bon, alors déjà, il y a la forme, ça c'est Ouais. une évidence. Ok, il faut se mettre à la place du recruteur. Finalement, le CV, c'est la carte de visite, c'est la porte d'entrée pour l'entretien. Voilà, déjà quand on se dit ça, on se dit ah, ok. Euh, donc finalement, c'est réussir à mettre en valeur tant sur le fond que sur la forme son parcours professionnel pour donner envie aux recruteurs de nous rencontrer et d'aller plus loin au niveau de l'entretien, tout simplement. Je te dirais que moi, j'ai plus souvent vu des personnes qui se sous-estimaient que des personnes qui se surestimaient. Mm. Voilà, je sais pas toi, dans ta pratique aussi, Je mais suis j'ai plutôt quand même raccord plus... avec toi, mais j'ai ce Ouais, côté, tu vois, des fois, oh, mais si je mets ça, mais on va penser ça, alors qu'en fait, c'est, tu vois, cette notion de justesse, malgré tout, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais tu vois, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu se présenter à moi, elle m'a dit, je suis coiffeuse, et en fait, elle est arrivée avec son CV après, en fait, elle était manager du salon. Je lui dis, mais c'est pas du tout la même chose. oui. Ouais. Voilà. J'ai eu plein de coiffeuses justement qui ont fini avec des super postes dans l'assistanat de gestion parce qu'en fait, oui, dans un salon de coiffure, tu fais plein de choses en fait, pas que de la coiffure. Et c'est des métiers très très riches. Oui. Et c'est finalement tout ce travail-là, en fait, qu'il est important, je pense, de faire avec quelqu'un d'extérieur parfois. Parce que Mm. tout seul devant sa copie blanche, en fait, on a tendance à banaliser un petit peu son quotidien. Et bah non, enfin, ça, c'est normal. Ah bah oui, je fais ça, mais je le fais tous les jours. Bah oui, mais pour soi, ça paraît normal. Mais finalement, quand tu fais le travail avec un professionnel qui Oui. sait à peu près ce qu'il y a derrière les tâches, les compétences, etc., bah, ça permet déjà de mettre les bons mots sur la bonne compétence, Mm. d'accord? Et puis de réussir à mettre en valeur le parcours sans forcément se survendre. C'est juste de remettre les personnes à la bonne place. Et finalement, c'est toujours une question d'estime de soi, de savoir se mettre suffisamment en avant, d'assumer certaines choses. Tout simplement. L'idée, par contre, quoi qu'il arrive, de jamais mentir sur le CV. Ça, j'en ai eu en entretien plutôt de recrutement, des personnes qui s'inventent un petit peu une vie. De toute façon, ça ne matche pas. Il y a un moment donné, le recruteur, il pose des questions en entonnoir, il se rend bien compte qu'il y a un Ça colle. souci.
Mm. Voilà. Si on n'a pas le diplôme, on n'a pas le diplôme. On met un niveau, et puis c'est pas grave. Mm. Mais Ça je dépend. pense que ça, on en parlera après. Ouais, Mais du coup, donc déjà la forme, c'est sûr qu'il y a des codes à avoir au niveau de la forme du CV. Voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Si votre CV il est brouillon, s'il est confus, si on n'arrive pas à bien suivre un petit peu le parcours, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le recruteur, en quelques secondes finalement, ouais. quand il y a encore du tri CV humain, puisse se rendre compte rapidement voilà, de qui il a en face. Si déjà le CV donne pas envie d'aller plus loin, il ira pas regarder le fond. Ok. D'accord? D'où l'intérêt de mettre certains mots-clés en avant. Et moi, ce que je conseille toujours quand même, c'est de mettre un titre sur le CV. D'accord? Ok. Donc, et le CV, il faut savoir que le CV, il n'est pas fait une fois pour toutes, hein. Le CV, il va bouger. Le CV, il peut être différent en fonction du poste sur lequel on va postuler. Faut pas hésiter à le remanier, pas hésiter à les regarder si on répond à une annonce. Dans l'annonce, il y a des mots-clés et de pouvoir subtilement les intégrer dans le CV. Donc ça, c'est important. Donc là, il y a la forme qui est importante et puis après, bah, il y a le fond, il y a tout ce travail à faire pour bien se rendre compte du parcours de la personne, bien se rendre compte de tout ce qu'elle a fait dans son quotidien et bien le mettre en avant. Et c'est pas forcément des longues phrases pompeuses, hein, mais c'est de mettre vraiment en avant l'essentiel. L'écueil, par contre, qu'il peut y avoir parfois, c'est des personnes qui paniquent et puis qui en mettent trop et qui noient le recruteur dans des détails. Il n'y a pas forcément besoin non plus. Mm. Et Voilà. selon toi, est-ce que il y a des peurs et si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a des peurs Ouais. fréquentes chez les personnes en recherche d'emploi? Ah bah, je dirais que la peur la plus fréquente, c'est de ne pas être pris, je pense, de ne pas convenir, ou bien d'être pris et puis finalement de ne pas être à la hauteur. Mm. Je pense qu'il y a une. Alors, moi, ce que je disais souvent en atelier, c'est que je dédramatisais le rôle du recruteur. Parce que souvent, en tant que candidat, on a l'impression que le recruteur, c'est le méchant. C'est celui qui va scruter votre parcours, qui va vous embêter, etc. Non, le recruteur, il est comme le candidat. Il est en stress parce qu'en général, il y a un poste à pourvoir et c'était pour la veille. Ok. Donc, finalement, le recruteur, si vous convenez, il a tout à y gagner. Donc, ce Donc là, qui déjà, ça fait remet, baisser, ouais, tu vois, ça le remet le stress. point de vue, enfin, l'équilibre entre les deux Oui, parties, entre guillemets. Ok. c'est ça. Il n'est pas là pour vous embêter. Le recruteur, lui, euh, son, son but, c'est de trouver la bonne personne pour le bon poste. Donc, le recruteur, lui, il a des infos aussi que vous n'avez pas toujours. Il a des infos sur l'ambiance de l'entreprise, sur les personnes avec qui vous allez travailler. D'accord? Donc, parfois, des personnes qui ne sont pas prises à un poste, c'est pas du tout lié à leurs compétences. Ça peut être lié à des éléments qui sont complètement en dehors de la fiche de poste que le recruteur a. Hmm. Ok. Ah, imaginons une équipe peut-être avec des personnes un petit peu difficiles au sein de l'équipe. Ils savent très bien que, en tant que là, la personne qu'ils recherchent, il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même un petit peu de caractère, par exemple. Parce qu'ils savent très bien que sinon, ça ne va pas matcher avec telle personne, telle personne. Il y a aussi tous ces aspects-là qui sont Hmm. pris en compte. OK? Hmm. Donc, c'est pour ça que parfois, moi, je dis, c'est toujours pas mal si on peut de demander un feedback quand on n'est pas pris quelque part, même si c'est jamais évident, suite à un entretien, parce que parfois, on peut être étonné de savoir pourquoi finalement on n'a pas été pris. C'est Ouais. pas toujours pour des questions de compétences. Ok. C'est parfois lié à autre chose. Le recruteur, si vous faites l'affaire, lui, ça lui gagne un temps fou, hein. Donc, il sera super content. Il aura terminé sa mission de recrutement en un entretien. Il est super content. Donc voilà. Mais souvent, je pense que c'est ça l'angoisse parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Ouais, tout à fait. Et tu vois, est-ce que toi, tu trouves que quand on arrive justement avec des peurs, en quoi elles influencent la posture, par exemple, quand on va se présenter à un entretien?
Alors, ça va dépendre des personnes, toujours pareil. Ouais. Il y a des personnes qui arrivent un petit peu plus à dépasser leur peur que d'autres. Ça va dépendre, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu n'as pas préparé ton entretien un minimum, sous le coup du stress, tu peux te mettre à raconter des choses que tu n'aurais peut-être pas dû raconter en entretien de recrutement. Donc voilà. Donc c'est bien de le préparer en amont et puis parce que on peut être amené soit à bégayer, soit quand le recruteur vous pose la question, par exemple, est-ce que vous avez déjà rencontré un échec dans votre carrière et si oui, comment vous l'avez géré? Si vous n'êtes pas préparé à ce type de questions, ben, vous allez trouver le premier échec qui vous vient en tête, qui n'y a pas forcément eu de résolution derrière et ça va pas enfin, ça va vous Ouais. desservir plus que ça va vous servir. D'accord? Pareil, citez-moi une réalisation dont vous êtes fier. Si vous ne l'avez pas préparée, voilà, vous risquez un petit peu de vous prendre les pieds dans le tapis. C'est comme tout. Alors après, on ne peut pas savoir quelles questions vont être posées, mais c'est vrai que quand je préparais des personnes aux entretiens, on a en gros un petit peu tout un panel de questions. Il faut mieux se préparer à plus et puis avoir moins de questions, mais au moins tu as un petit peu en tête ce qu'on risque de te poser et puis ça te permet un entraînement, en fait. Ouais. Et toi, tu conseilles justement de beaucoup préparer, de faire des simulations, justement là, les questions type que tu as, est-ce qu'il y en a certaines que tu peux partager, que selon toi, il faut absolument prévoir? Ça peut aider. Alors, sur les personnes surtout très anxieuses qui ont peur, ça peut aider. Les personnes en reconversion professionnelle, souvent, ils sont pas sûrs d'eux, donc ça peut vraiment faire la différence et les aider. Après, j'ai envie de dire qu'il y a autant de manières de mener des entretiens que de recruteurs. Ouais. Il n'y a pas que des recruteurs professionnels. D'accord? Il y a des personnes qui s'improvisent recruteurs, qui sont chefs d'entreprise ou ou pas d'ailleurs, même parfois c'est des employés qui s'improvisent recruteurs et qui n'ont pas du tout les codes, donc qui vont poser des questions absolument hallucinantes qui ne devraient pas être posées. Voilà, je m'amusais toujours en atelier à demander voilà, qui a déjà eu des questions un petit peu bizarres en entretien, et il y en a Ouais. un paquet. Donc, il faut être prêt à savoir comment réagir à certains types de questions. Il y a encore des recruteurs qui peuvent poser des questions sur la vie perso. Comment tu réagis? Ok. Ouais, Toujours ça, faut pareil. le préparer. Voilà, il y a des recruteurs qui se montrent extrêmement désagréables en entretien. Exprès ou pas exprès? Comment réagir? Voilà, donc, c'est un petit peu traiter tous ces cas de figure pour savoir que ça peut exister. Et le fait de s'être un petit peu préparé, on se dit, ah oui, tiens, on en a parlé ça. Donc, je sais comment faire. C'est pas grave. Voilà, donc ça peut aider. Moi, personnellement, je commençais toujours mes entretiens par une question assez ouverte. D'accord? Oui. Donc, ce qui permettait à la personne de tout de suite se présenter. Voilà, expliquez-moi un petit peu ce qui vous amène ici aujourd'hui. Question très ouverte. Et ça donne beaucoup d'informations sur la personne, comment elle va structurer son discours, si elle va être plutôt synthétique, si elle va plutôt s'attarder sur des détails, etc. Et puis Mm. après, en fonction, je rebondissais sur certaines choses. Le recruteur, avant, de toute façon, il aura pris connaissance du CV. Donc, il sait déjà à peu près les choses sur lesquelles il va poser des questions à la personne et Mm. sur lesquelles voilà, on va creuser. Je dirais que la base, c'est de connaître son CV. Ça C'est de paraît votre vie que évident. vous allez. Ça paraît évident, mais parfois, ça ne l'est pas toujours. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir bien fait son CV avant. Et ce que je disais aussi souvent, c'est s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr de vous, il faut mieux pas le mettre parce que vous pouvez être sûr qu'on va vous poser une question dessus. Ok. Ok. Voilà, pour rebondir sur la première question, par exemple, voilà, si on dit qu'on a managé des personnes, c'est qu'on a managé des personnes. C'est pas on a encadré un stagiaire de troisième pendant une semaine, Oui, tu c'est vois. différent. Je fais exprès hein, C'est des mais extrêmes, mais c'est c'est de très exprès, bons mais exemples. des fois c'est un petit peu ça. Donc faut être sûr de ce qu'on met dans son CV. Oui.
Tu l'as évoqué rapidement, mais je voulais qu'on revienne. C'est pour les profils qui sont en reconversion. Tu vois, parfois, c'est difficile pour eux d'expliquer l'intérêt pour un nouveau domaine et justement de mettre en avant, tu l'as évoqué aussi, les compétences qui sont transférables d'un domaine à l'autre. C'est quoi tes conseils sur ce sujet? De dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, je pense que finalement, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu et j'ai accompagné un paquet de personnes, les peurs, elles sont chez la personne, mais finalement, les recruteurs, globalement, sont bienveillants et sont au contraire assez Ouvert. sensibles au profil Ok. et ouverts au profil en reconversion professionnelle parce que ça dénote quand même d'une persévérance, de courage, de se remettre en question et puis de décider de reprendre ses études. Et voilà. Le tout, c'est d'arriver à expliquer simplement et je dirais sincèrement ce qui les amène aujourd'hui à se reconvertir et pourquoi ce nouveau métier. Et en général, voilà, ça passe. Et comme il y a en général le travail fait en amont sur le CV, sur les compétences transférables, Mhm. euh, voilà, que tu dois faire aussi certainement Oui. très souvent, euh, logiquement, ils sont mieux préparés pour le dire en entretien. Le tout, c'est de ne pas commencer par ce qu'on ne sait pas faire. Parfois, ça, je voyais ça, c'est ah mais oui, mais je ne sais pas faire ça. Non, on va pas tendre le bâton pour se faire battre. Ok, vous savez pas faire ça, mais dans un mois, dans 2 mois, vous saurez le faire. C'est pas grave. Les Oui, compétences, ça s'apprend. Enfin, certaines compétences, oui, en tout cas, s'apprennent. Ce qui est important, c'est de mettre en avant la motivation, la détermination, le savoir-être qui est vraiment en lien oui. avec le métier que l'on vise. Mhm. On va en reparler de savoir-être. Mais je voulais d'abord qu'on fasse aussi un point sur, tu vois, comment on fait quand on a du mal avec cette notion de légitimité, même quand on a des compétences. Je pense qu'on a toujours un regard sur soi qui est biaisé et des fois vraiment c'est paradoxal, quoi. Ouais. Toujours pareil, je pense que déjà de le travailler en accompagnement, que ce soit en bilan de compétences ou avec une Ouais, psychologue ou une coach, ça aide beaucoup de reprendre chacune de ses expériences et de décortiquer avec la personne tout ce qu'elle a déjà fait, mis en place. Déjà, ça booste l'estime de soi. Et parfois, on s'en rend pas compte. J'imagine que toi, en bilan de compétences, c'est pareil. oui, Les personnes parfois, en fait, il y a besoin vraiment de travailler sur la fiche de poste parce qu'ils ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils font au quotidien, parce que c'est c'est devenu une vrai. habitude. Oui, Donc, ça booste l'estime de soi, de mettre en avant aussi toute leur réussite, mais pas seulement aussi les échecs. Et c'est pas grave, les échecs. Ça apprend des choses. oui, Et justement, de leur dire, OK, là, vous avez vécu un échec, comment vous en êtes sorti? Et ça active la résilience. oui, complètement. Et après, j'ai envie de dire, la légitimité, je pense que tant qu'on n'a pas sauté dans le grand bain, la légitimité, c'est compliqué. Sur le papier, en fait, on va toujours reculer le moment où y aller. Et que finalement, ça s'acquiert aussi dans l'action. Ouais. Tout le monde a débuté à un moment donné. Tout le monde. Je vais te dire, moi, mon premier entretien de recrutement, j'en menais pas large, hein. Je pense que j'étais plus stressée que mon candidat en face. Très clair. Et c'est normal. Oui, Et c'est on logique démarre. et c'est pas grave. Il faut bien commencer quelque part à un moment donné. Et globalement, quand même, voilà, les gens peuvent être très compréhensifs et bienveillants. Euh, Quand on a préparé l'épisode, tu m'as proposé un truc sur gérer ses casseroles. Mais Oui, je vais détailler ma question. Tu vois, c'est comment valoriser son parcours. Même quand, par exemple, il y a des trous. Je pense à des personnes qui ont plusieurs expériences où on a du mal à faire le lien. Les personnes aussi, tu vois, post-burnout, voilà, comment je parle de cette expérience-là. Les personnes qui sont parties voyager, par exemple, pendant un long moment à l'étranger. Je pense aussi aux personnes qui ont peut-être pas ou très peu de diplômes. Tu vois, des fois, ça peut freiner aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses? il y a plein de manières de gérer tout ça. Alors déjà, ça, comme on parle du CV, ça passe beaucoup par la mise en page.
aussi et comment tu vas Oui. présenter les choses. Moi, parfois, je voyais des personnes qui s'auto-sabordaient tout seuls en étant trop précis sur les dates. Limite à mettre l'heure à laquelle ils ont été embauchés et l'heure à laquelle ils sont partis du poste. Non, non, non. Trop, des fois, on y perd à être trop précis. OK? Donc, juste mettre les années, parfois, ça peut Oui. permettre de. Alors, c'est pas magique, mais ça gomme un petit peu. Oui. Ça peut. S'il y a un trop gros trou, de toute façon, le recruteur, il a une frise chronologique dans la tête. En 5 minutes, Il voit. on scanne le CV, on sait, on a repéré les trucs, et voilà. Donc, si on voit tout de suite qu'il y a un trou de 2 ou 3 ans, ça va attirer, forcément que ça va attirer l'œil. Donc, le recruteur va poser la question. Donc, déjà, il faut s'y préparer en entretien. Mais déjà, de le gommer un petit peu sur le CV en mettant que les années, ça peut aider. Euh, pour les personnes qui font beaucoup de CDD, beaucoup de missions d'intérim, Mm. ce qui arrive souvent, si on détaille chaque mission, chaque CDD, alors déjà, on se retrouve vite avec un CV beaucoup trop long. Oui. Et parfois, ce qui est plus intéressant, c'est de les regrouper. Par exemple, je dis bêtises, 2020-2025, diverses missions d'intérim, et puis on met les Des grands différentes points. missions, Ouais. voilà, les grandes qui importantes, et ça permet de regrouper. Et ça donne moins l'impression d'une instabilité, Mm, mm. tu vois, sur le CV. Ouais. Tout de suite, on Un on grand a bloc. un grand bloc. Et là, si on pose la question à l'oral, bah, on peut expliquer. Bah, moi, j'ai choisi de faire de l'intérim pendant 5 ans pour être sûr de découvrir divers domaines d'activité et puis être sûr de celui dans lequel je souhaitais m'investir, etc. Mm, Tu mm. vois. Donc déjà, on peut planquer 2, 3 trucs dedans. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est que si vous avez une casserole et que si vous n'avez pas envie qu'on vous en parle, vous pouvez être sûr que le recruteur, il va le trouver Ben et oui. qu'il va vous en parler. Donc, autant le préparer. Oui. Et j'ai envie de dire, bah, autant l'assumer. Parce que finalement, si on l'assume, ça passe toujours mieux. Sinon, on a tendance à se justifier, à se trouver des excuses, à accuser Pierre-Paul Jacques. La Lune, elle n'était pas en quartier avec l'Uranus, enfin, je sais rien. Le mieux, c'est d'assumer, en fait. Moi, je pense. Bah, il y a un trou dans le CV. Oui, j'ai pris un congé parental pour m'occuper de mes enfants. C'était mon choix. Et comme ça, maintenant, tout est organisé. Je suis disponible pour réentamer ma prochaine étape professionnelle. Oui, j'ai repris une formation parce que j'avais envie de me reconvertir. Puis là, ça montre la détermination à reprendre Mm, ses mm. études. Oui, j'ai eu une période de chômage, j'en ai profité pour faire ci, faire ça. J'ai fait un voyage, tout ça, c'est toujours positif, puis Oui. ça apprend plein de choses. L'idée, c'est de toujours assumer, trouver le positif qui ressort de tout ça. Euh, Jamais incriminer qui que ce soit. Oui. Même si oui, il y a vraiment eu de la souffrance au travail, il y a vraiment eu un boss toxique, il y a vraiment eu quelque chose. Mais ça, je pense que voilà, faut éviter de rejeter la faute sur autrui, même si c'est vrai, mais on le dit pas en entretien. Et essayer de positiver, de voir ce que ça nous a appris, en fait. Oui. Moi, tu vois, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu vois, je recommande toujours, c'est de, tu vois, rester factuel aussi, de Mm. pas rentrer dans des choses qui sont vraiment de l'ordre de, bah, plutôt de l'émotionnel, voire de l'intime, et de rester, bah, plutôt de s'attacher aux faits, tu vois. Oui, aussi. Et d'ailleurs, je dirais que souvent, on se méfie du recruteur pas sympa. Moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous du recruteur trop sympa. Ok. Est-ce que tu peux Parce que développer? bah, le recruteur trop simple. En fait, si tu as quelqu'un en face de toi qui est un petit peu désagréable, déjà, ça peut être un rôle. Surtout sur les métiers commerciaux, ça peut être une manière de tester si la personne Hmm. part vite dans les tours ou pas. Donc, moi, voilà, faut rester calme. On sait pas si c'est un jeu ou pas. Bon. Mais la personne en face qui est un peu désagréable ou qui est un peu sèche, tu te méfies. Quelqu'un qui va peut-être voilà, être plus avenant, tu peux lâcher tes défenses un peu plus facilement et vite Ah. te mettre très à l'aise.
Voilà. Alors, si certains recruteurs sont psy, pas pour autant que le recruteur doit devenir ton psy. Tu vois? Donc, il y a des fois, il y a des choses, oui, il faut pas. Voilà, c'est pas une psychothérapie. Là, on est là pour trouver un poste et montrer qu'on est la meilleure personne qui convient pour ce poste. Il Oui, y a des personnes, j'en ai eu en entretien, qui parfois, voilà, ça sort du cadre et c'est pas adapté en fait. oui, Donc attention. Et les gens parfois se prennent tout seuls les pieds dans le tapis. Donc en effet, il faut éviter de trop rentrer. Voilà, déjà, quoi qu'il arrive, jamais dire de mal de son ancien employeur, oui. de dire de mal de ses collègues, même si c'est vrai. Voilà, mais ça, on le gère dans un autre espace. OK. Donc ta recommandation, c'est plutôt, garder une posture professionnelle? C'est ça, oui. OK. Même si le recruteur en face est imbuvable ou quoi, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est pour jouer un rôle, on ne sait pas si c'est pour voir jusqu'où vous pouvez aller ou si c'est vraiment un imbécile. Ce que je dis aussi souvent, et ça, pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et ça permet aussi beaucoup de dédramatiser, surtout aujourd'hui que le marché de l'emploi est quand même assez tendu aussi au niveau des employeurs, Oui, parce que les employeurs ont aussi beaucoup de mal à recruter les bonnes personnes. oui, L'entretien de recrutement, certes, il est là pour le recruteur pour trouver la bonne personne, mais il est là aussi pour le candidat de se faire une idée de l'entreprise dans laquelle il va atterrir et de savoir s'il a envie ou pas d'y aller. oui, C'est dans les deux sens. oui, faut pas l'oublier. Je trouve que c'est un bon Oui, rappel. ouais. Et si tu sens que le recruteur, bah, tu le sens pas, tu le fais pas. Mmh Puis c'est mh. tout. Il y a aussi, tu vois, quelque chose que je vois souvent, bah, dans mes clients, c'est ce côté, les choses qu'on a développées, tu vois, sans s'en rendre compte, je pense, notamment souvent aux mamans qui, tu vois, ont développé un sens de l'organisation qui est, pour lequel je suis très admirative. Tu vois, on fait plein de choses, mais on s'en rend pas compte et ça peut, tu vois, se valoriser. Donc ma question, c'était: «Comment on fait?» Qu'est-ce que toi tu conseilles? C'est-à-dire tout ce que tu fais en dehors du travail? Oui et tout ce que, bah, tu peux avoir développé, ouais, sans t'en rendre compte, tu vois, par tes expériences de vie, ou autres, ou parce que tu as tu vois, un travail où des fois, ben, je sais pas, il y a beaucoup d'imprévus et en fait, tu te rends pas compte, mais tu as développé ce côté, résolution de problèmes Mm. parce que tu as, je sais pas, remplacé quelqu'un et tu t'es dit: «Hop, je vais améliorer, optimiser des choses» et tu vois, ça devient une force, mais au final, tu en as pas conscience. Oui. Bah, c'est tout le travail que l'on fait sur les expériences, mais pas que finalement. Quand Mmh. tu retravailles un CV, et surtout chez les personnes en reconversion, parfois tu fais un peu de l'archéologie pour ok, bénévolat. Et en fait, ça m'est déjà arrivé, oui, de développer certaines expériences qui n'étaient pas forcément professionnelles. Ça Ouais, peut être de l'extra-professionnel, ça peut être des personnes, par exemple, imaginons qu'entraînent un club de foot oui, qui entraîne des c'est gamins, bah, tu as plein de compétences qui en découlent. ouais, Ça peut être du bénévolat dans une association où la personne elle est trésorière. Bon. Donc oui, ça peut se capitaliser et c'est une rubrique que l'on met dans le CV, activité extra-professionnelle ou bénévolat. Le bénévolat, en plus, c'est toujours valorisé. oui. Et puis de mettre les compétences. Nous, on faisait en plus, c'était vraiment enfin, moi, j'y suis plus, mais ils le font toujours, des reconversions à 180 degrés, hein. Ouais, J'ai des conducteurs de train qui devenaient développeurs informatiques. ouais, Donc, dans le professionnel, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, c'était pas pour rien qu'ils voulaient être développeurs, c'était une passion. Donc, on allait chercher dans les oui. loisirs, etc. Parfois, ils avaient fait eux-mêmes des projets, suivi des formations en autodidacte. Ben, on le mettait dans le CV. Mmh mh. Ouais, ouais. Et c'est quoi ton regard sur les tendances un petit peu du recrutement, tu vois, sur ce côté de mettre en avant sa personnalité? Qu'est-ce que toi tu observes aussi? De mettre en plutôt le savoir-être, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai envie de dire, c'était pas trop tôt. Parce que finalement, je pense que c'est très anglo-saxon et ça, ils le font depuis pas mal de temps, Mmh. de plutôt privilégier.
les savoir-être que les diplômes et puis les compétences. Il y a des compétences qui s'acquièrent. Ouais. Il y a les savoir-être enfin, c'est en toi ou c'est pas en toi. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, au contraire, de le mettre en avant. Et puis, ça laisse la chance, justement, à des personnes qui n'ont pas forcément exactement les compétences, mais qui ont le potentiel de, de pouvoir accéder à l'emploi. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien, personnellement. Mais bon, après, j'ai une sensibilité particulière à tous les profils en reconversion. Donc, Non, mais je trouve que des fois, bah, on, on a tendance à mettre, tu vois, sa personnalité ou des qualités vraiment trop en retrait, alors qu'en vrai, bah, moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'on recrute aussi une personnalité avant un diplôme et des compétences. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur ce côté, il était temps, euh, parce que, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un vrai atout. Surtout quand on sait dire comment on fonctionne et ce qu'on aime et tout ça, ben, c'est aussi des clés. Tu vois, tu disais pour le recruteur, il veut savoir si tu es la bonne personne. Bah, au final, tu lui donnes les clés. Donc, c'est ça. Et puis, alors, moi, je faisais partie des recruteurs qui posaient la question des qualités et des défauts. D'accord? Qui est pas si. Alors, elle est critiquée, cette question, peu importe. Moi, je la trouve pas si mal. Pourquoi? Euh, et c'est une question que je faisais préparer aux gens, parce que déjà, si tu la prépares pas, tu sors les qualités bateau et mais les n'en défauts qui parlons te pas. sortent. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de toujours trouver des qualités et des défauts qui matchent avec le poste. D'accord? Si tu postules pour un poste de commercial et tu dis que tu es timide, ça risque d'être compliqué. Voilà. Mm, mm. Donc l'idée, c'est d'aller trouver, de trouver les mots aussi, parce que quelqu'un qui dit qu'il est timide, tu vois, ça peut tiquer. Si tu dis que tu es réservé, ça n'a pas la même connotation. Tu vois, donc les Exactement. mots, Le choix les des mots ont mots. leur importance. Bon, quelqu'un qui travaille dans la comptabilité, qui dit qu'il est réservé, c'est pas très grave. Non. Si c'est quelqu'un qui a une vocation à aller vers les gens, bon, ça peut, en effet, ça peut, Ouais. ça peut faire tiquer. Donc ça, c'est des choses importantes. Mais au-delà de ça, c'est peut-être là que l'empathie joue son rôle. C'est de voir la corrélation entre ce que la personne dit et ce qu'elle te laisse avoir aussi. Tu vois, si quelqu'un te dit, ouais, je suis super dynamique, tu vois, tu dis, ouais, vous êtes sûr? Donc, il faut aussi, tu vois, faire matcher Ouais. ce que tu dis avec qui tu es. Et c'est aussi Oui, ce travail que fait le recruteur d'essayer de démêler un petit peu voilà, de ce que tu as envie de montrer comme image et qui tu es vraiment. oui. Et sur les défauts, moi, je préférais quelqu'un qui me trouve des défauts que quelqu'un qui me dit je n'ai pas de défauts ou j'ai les qualités de mes défauts, les défauts de mes qualités. Parce que quelqu'un qui se trouve, entre guillemets, des défauts, c'est que il a un recul sur lui, qu'il est capable de se remettre en question. Oui. Et ça donne une certaine souplesse de fonctionnement. Ça veut dire qu'il sait comment il fonctionne, il sait que ça, c'est peut-être son talon d'Achille, mais il le sait. Donc, Oui. il a une prise pour éventuellement s'améliorer. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est quand même de travailler ça. C'est pas, voilà, si ton défaut, c'est que tu perds ton calme au bout de 5 minutes et que, bon, et que c'est un travail en clientèle, bon, on va peut-être retravailler ce défaut-là, on va le formuler autrement. Mais voilà, je pousse encore une fois à l'extrême, mais euh, c'est intéressant, moi, je trouve, cette question. Et moi, tu vois, j'ai eu aussi une tendance, c'est de dire aussi à mes clients de parfois nuancer, tu vois, les défauts. Quelqu'un qui va dire je suis discret, mais je leur demande toujours aussi d'expliquer, c'est est-ce que au début c'est un peu dur, c'est inconfortable et il a besoin de son petit temps pour être à l'aise. Et voilà, et du coup, le recruteur, il le sait, et du coup, ben, Mm. encore une fois, si tu vois, c'est clair et ça met aussi de la cohérence. Tu vois, il y en a qui ont besoin de ce petit temps au début pour être à l'aise et ça peut complètement s'entendre. Euh, donc, je trouve aussi que c'est bien des fois au-delà de dire un mot, mais tu vois, de savoir aussi Oui, expliquer c'est ça, c'est de comment on le réfléchir. voit. Moi, ce général, je leur dis toujours de réfléchir à des exemples, parce que le recruteur peut vous le poser. OK, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes organisé? Parce que tout le monde, il est organisé, rigoureux. À sa manière. Voilà. OK, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes organisé?
Ah bah j'ai mis ça en place, tac, tac, tac. Et là, au moins, tu illustres en effet. C'est pas que des mots, faut aussi, ça fait partie de la préparation. Hmm. Donc j'avais une autre question, si tu vois, quand on a peur de déplaire ou d'être rejeté, tu vois, parfois ça bloque le passage à l'action. Qu'est-ce que toi tu recommanderais? Comment on fait pour quand même passer à l'action? Alors, moi, je dirais de se mettre en mode Jean-Claude Duss. Ceux qui ont la ref, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Je pense que la plupart des gens de l'audience auront la ref, mais Voilà, moi, toujours mon truc, c'est au pire, ça marche. Il n'y a rien à perdre. ok, c'est une super réponse. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui n'ose pas postuler ou se montrer tel qu'il est en entretien? Ah, pareil, Jean-Claude Duss. Non, je blague. Non, en fait, il faut oser. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est toujours pareil. En fait, quelqu'un qui n'ose pas, ça veut peut-être aussi dire d'autres choses. Et c'est peut-être là qu'il faut travailler un petit peu sur les peurs, les déconstruire. Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui bloque derrière tout ça? Et ça, c'est un autre travail hors recrutement. Mais finalement, il n'y a rien à y perdre. Il y a tout à y gagner. Au Mm, pire des cas, c'est toujours ce que je dis, il faut le prendre comme un entraînement. ouais. C'est pas grave, tu plantes un entretien, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu décortiques et puis bah, le prochain coup, tu t'amélioreras et c'est pas grave. Mm. Est-ce que tu as une anecdote, un exemple, un retour d'expérience à partager? Tu as illustré avec pas mal d'exemples, mais peut-être qu'il y en a un qui a été marquant pour toi, que tu aimerais partager. Alors, moi, j'avais réfléchi sur les CV, plus exactement. Ouais. J'en ai deux que j'avais en tête. Donc, un, c'était donc du temps où je travaillais en organisme de formation. Donc, c'était une jeune femme, 40 ans à peu près, très très jeune, qui se reconvertissait dans les métiers de la banque. Et donc, dans le cadre des BTS, il y a des stages à trouver. Ouais. Ok. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis, en panique, elle me dit, oh là là, j'ai pas trouvé de stage, ça va pas, etc. Donc, montre-moi ton CV. Donc, je regarde le CV. Au demeurant, c'était une très belle, enfin, je trouve, hein, une très belle femme de 40 ans. Voilà. Sauf que elle assumait pas complètement son âge, ni sa reprise d'études à 40 ans. Et donc, je regarde le CV et je vois une photo d'une jeune fille de 20 ans. En fait, comme elle assumait pas, elle avait mis une photo d'elle, mais d'il y a 20 ans en arrière. Donc, avec la mode en plus de 20 ans en arrière, enfin, ça se voyait. Il y avait un truc qui ne matchait pas. Le recruteur, il n'est pas non plus trop bête. Il Bête. s'est calculé. Si vous avez eu votre bac en 95, vous n'avez pas 20 ans. Voilà. Bon. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je lui ai juste dit, soit d'enlever la photo, soit d'assumer. Tout le reste était bien hein, sur le CV. Soit d'assumer et de mettre une photo d'elle récente. Alors, je ne sais plus laquelle des deux options elle a choisi, mais ce que je sais, c'est rien que d'avoir enlevé cette photo-là, elle a trouvé un stage directement. Donc, tu vois, le fait d'assumer finalement Ah, qui elle ouais. était, sa reprise d'études, etc. Et au contraire, par exemple, en banque, bah, tu as plus confiance aussi à un conseiller clientèle qui a, entre guillemets, un peu de bouteille que de quelqu'un de 18 ans pour gérer tes comptes en banque. Donc, c'est comme ça que Oui. j'essayais de leur déconstruire les choses sur le fait que non, votre âge, il n'y a aucun souci, en fait. Et les gens ne savent pas votre parcours en amont. Donc, Mm. toi, tu vas à la banque, tu demandes pas aux personnes son CV, donc pas de souci. Donc ça, c'était un premier exemple sur le fait d'assumer. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Et puis là, plus récemment, donc une personne que j'ai accompagnée donc dans le cadre du cabinet Renaissance, qui était assistante donc de formation plutôt assistante administrative et qui travaillait dans un organisme financier. Et en fait, elle avait envie de changer et d'aller vers des fonctions commerciales Oui. en banque, toujours en la banque. Et elle me sollicite en me disant, bah, je ne comprends pas, j'ai fait des candidatures, ça aboutit pas, donc on fait un travail là-dessus et puis on regarde le CV. Et en fait, en travaillant un petit peu sur le parcours, sur le CV, elle avait eu une expérience. Donc, en fait, elle s'était reconvertie dans le domaine administratif. Et donc, avant ça, elle avait eu une expérience en relation clientèle.
qu'elle avait complètement passé sous silence finalement. Et Hmm. même dans son poste actuel, elle avait des choses, des compétences transférables au domaine financier, au domaine commercial. Donc, on a vraiment tout retravaillé là-dessus. Et c'était assez magique. En 15 jours, elle avait de mémoire au moins 3 contacts pour des entretiens. Et voilà, juste la fin de l'histoire, elle travaille dans un grand groupe bancaire aujourd'hui. Donc, ça a été... Yes. ouais, donc c'est plutôt chouette. Et ça tient à pas grand-chose. Le parcours est le même. C'était juste une ancienne expérience qu'on avait passée sous silence. Et c'est vrai que là, ils recherchaient vraiment des profils commerciaux. Donc, c'était vraiment le côté commercial qu'il fallait mettre en avant. Oui, Et au final, c'était en plus un super profil, mais qui n'avait pas été oui, trop dommage. suffisamment mis en valeur. Ok. Ouais, donc voilà. Est-ce que tu as des projets et des rêves pour la suite? Donc, pour moi, là, Oui, j'imagine. pour toi, on va attaquer la dernière partie de Ça y est. l'épisode. Bah écoute, moi j'ai envie de dire, continuer à accompagner des personnes parce que là, je le sens, je suis alignée à peu près à 400%. Ok. C'est Là, c'est les chouette. planètes, c'est bon. Ah, les planètes sont ultra alignées. Donc, non, Génial. non, c'est vraiment moi ce que j'aime faire et c'est vraiment top. Donc, continuer à accompagner des personnes. Donc, tant d'un point de vue du travail qu'au niveau psychologique, puisque je fais les deux. Et puis après, ce que j'aimerais développer, peut-être des ateliers de groupe, parce que je crois Ok, trop beaucoup à bien. l'intelligence collective. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Et puis bah, toujours cette envie de prêcher la bonne parole du bien-être au travail auprès des entreprises pour faire Ok. un petit peu de préventif. Parce que, voilà, malheureusement, je vois quand même beaucoup de personnes arriver pas très, très bien après certaines expériences au travail qui pourraient être évitées. Mm. Donc, euh, donc voilà. Je crois que l'année dernière, je t'avais pas posé la question. Je voulais savoir, c'est qui tes rôles modèles, qui t'inspire? Alors, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de rôle modèle, mais je sais qu'il y a une personnalité. Et je me suis posé la question, d'ailleurs, si tu m'avais posé la question l'année dernière, j'ai pas voulu réécouter l'épisode, donc je ne sais plus. Euh, je sais que j'aime bien Kelly Massol, tu Ah, sais, Les ok. Secrets de Loli. Elle a été citée dans un autre épisode, je me Ouais. crois, de mémoire, mais j'adore. Parce que je trouve que c'est une très jolie success story et voilà, je l'ai déjà vue dans certaines émissions où Tu elle peux être mon parlait associé. d'elle. Oui, mais enfin, c'était plutôt un dimanche à la campagne, tu vois, où c'était plus perso. Ok, mais je l'ai vu aussi. Mais oui, mais je trouve que c'est bah, toujours un peu des profils un peu atypiques Hmm. voilà, qui ont réussi. Pareil, j'aime beaucoup bah, tous ces artistes un peu comme Florence Foresti, François-Xavier de Maison. euh, une autre dont le nom m'échappe, qui était avocate, qui est devenue humoriste. Alors, beaucoup dans l'humour finalement mais qui avaient une carrière et puis qui ont tout lâché et puis voilà, pour vivre un petit peu leur rêve. Et au final, du coup, j'ai réfléchi à ta question après et je me suis dit, mais en fait, si toutes ces personnes que j'ai accompagnées en reconversion, que je remercie au passage s'ils écoutent l'épisode, parce que J'espère. ils m'ont apporté pendant ces 15 ans, je pense, énormément de choses. C'est vraiment admiratif du courage qu'ils ont eu à reprendre leurs études et à faire tout ce parcours. Le thème de cette année dans le podcast en 2026, c'est la réussite. Et je voulais Oui, savoir, toi, c'est quoi ta définition de la réussite? alors, ma définition de la réussite, c'est d'être aligné. Voilà. D'avoir le luxe d'exercer un métier qui a du sens et qui nous plaît. Ok, très Voilà. bien. C'est ma citation. Tu trouves un travail qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Génial. Et toi, Voilà. aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de travailler? Ah non, quand tu bosses pour toi, du coup, c'est un peu. Oui, je Je suis pense que tu assez vas pas me d'accord. contredire, Ah hein? non, non, moi je suis d'accord, mais je voulais Tu vois ton pas, regard aussi, tu vois tu pas le vois, un an temps. après. Ouais, ouais, non, non. Oui, en fait, tu vois pas le temps passer. Donc, non, non. La tradition aussi depuis le début de l'année, c'est que tu dois répondre à une question de l'invité précédent. Donc c'est Quentin qui te l'a laissé. Si on apparente l'ambition à une course, à quoi ressemblerait ta finish line? Alors,
du coup, moi, je me suis projetée un petit peu et je me suis dit, au pot de la victoire, en fait, tu sais, ou le moment convivial à la fin, Ok. où voilà, tout le monde est réuni, un peu convivialité, entraide, humanité, partage, tu vois. Bah, vraiment, c'est la sensation, pour moi, c'est pas forcément de finir premier, c'est d'aller au bout ensemble et pourquoi pas aider ceux qui ont du mal à franchir la ligne d'arrivée. Tu sais, seul on Top. va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je crois profondément qu'on réussit finalement en aidant les autres aussi à réussir. Hmm. Et ta question pour l'invité suivant ou suivante? Alors, qu'est-ce que vous avez dû oser pour construire une réussite qui vous ressemble vraiment? Génial. Ce Vous avez sera 4 heures. 30 secondes. Ça va être l'heure aussi de ton instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne Eh sur les bien, réseaux? sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, Cabinet Renaissance. Oui. Voilà, ce ne sera pas sur mon nom, ce sera vraiment nom Cabinet Renaissance, sinon mon site internet, cabinet-renaissance.fr. Et donc, j'accompagne principalement à distance, en Oui. visio ou par téléphone, et donc, du coup, partout en France. Et sinon, en présentiel, dans le 78 et le 27. Voilà. Trop top. Je vais te laisser aussi choisir un mot pour les auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout pour commenter l'épisode. Ça peut Ok. être un Eh mot bien, drôle ou peu importe. bah, Renaissance. Trop bien. Je pensais que tu Voilà, allais me parce dire que Jean-Claude Duss, donc. non, parce que c'est 3 mots, ça. Oui, ça, Non, je blague. Oui, non, bah, enfin, ce qui m'est venu spontanément, c'est Renaissance. trop bien. Au-delà du fait que c'est le nom de mon cabinet, et c'est pas pour rien si c'est un phénix sur le logo, parce que je pense que ça parle aussi de tout ce qu'on a parlé, parce que finalement, Oui, la reconversion, changer de métier, c'est une petite renaissance. exactement. Je vais te laisser conclure l'épisode. La tradition, là, n'a pas changé. Oui, Le dernier message que tu as à transmettre est terminé par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. oui. Eh bien, un grand merci pour cette deuxième invitation. Plaisir. C'est un vrai plaisir. Pour rebondir sur ce que tu as dit sur l'épisode précédent avec Quentin, sur le 30e épisode du podcast, Oui. oui, tu es une vraie podcasteuse et j'ai vu la différence et l'évolution et c'est top. Et Merci. je t'en ai fait le retour, Yes, je te donc remercie. vraiment bravo. Et puis, je dirais que ceux qui ont envie de vivre leurs rêves, il faut oser, hein. Euh, il y a j'aime beaucoup les citations, je me rends compte, mais c'est comme ça. Tu as le Nelson droit. Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, on n'a rien à perdre à tenter, hein. Jean-Claude Duss en action. Il y a pas de défaite et peu importe finalement ce qui se passe, en fait, tout ce qu'on fait, c'est une marge de plus qui nous rapproche un petit peu de nos rêves. Et donc, les rêves sont faits pour être réalisés. Et donc, n'oubliez pas de rêver. Merci beaucoup, Christelle. C'était génial.